Maître Konaré, avant d'entrer dans le vif du sujet sur ce dossier de l'affaire dite déstabilisation des institutions de la transition, de quoi sont accusées les personnalités impliquées? Les personnes poursuivies le sont pour des motifs de crime et de délit. Le crime principal poursuivi est celui de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Et l'un des délits poursuivis est celui d'offense au chef de l'État. Et la procédure tend donc à mêler ces différentes infractions et à les faire juger ensemble par la cour d'assises au cas où l'instruction retiendrait des charges contre les personnes poursuivies. Maître Cheikh Oumar Konaré, cette affaire a pris une autre tournure ces derniers jours. La chambre d'accusation de la Cour a annulé la procédure et ordonné la mise en liberté et le procureur a aussitôt fait un pourvoi en cassation. D'un point de vue juridique, un pourvoi est-il possible dans ce cas? Si oui, cela impliquerait-il de facto la mise en détention des accusés? Je vais vous édifier par rapport à certains concepts de droit que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens ordinaires, je veux dire. Il y a en droit un principe qui dit « la plume est serve, mais la parole est libre ». La transposition de ce principe dans la procédure pénale fait que lorsqu'un dossier, par exemple, de demande en liberté provisoire, de demande de mise en liberté provisoire vient devant la chambre d'accusation, le procureur général, près la cour d'appel, qui est le chef du parquet général près cette cour, instruit à ses subordonnés, qui sont les avocats généraux et les substituts généraux, de faire ce qu'on appelle une réquisition écrite. Cette réquisition écrite peut, si le procureur général le demande, s'opposer à la mise en liberté des personnes poursuivies. Mais bien qu'ils aient, dans leur réquisition écrite, demandé le maintien des personnes poursuivies en détention, les avocats généraux et les substituts généraux conservent ce qu'on appelle leur liberté de parole. Donc, à la barre, à l'audience, ils peuvent requérir verbalement le contraire de ce qu'ils ont mis par écrit. C'est en vertu de ce principe qu'ils ont développé verbalement ce qu'ils pensent en âme et conscience. Bien que ce qu'ils pensent en âme et conscience ne reflète pas ce qu'ils ont écrit. Donc, ils ont écrit pour s'opposer à la mise en liberté, mais verbalement, ils ont dit que la procédure ne vaut rien, que les charges ne valent rien, qu'il faut annuler l'ensemble des poursuites. Ayant appris que les procureurs, les avocats généraux ont tenu de tels discours, l'opinion a pensé que la partie poursuivante se désistait en quelque sorte, se désolidarisait en quelque sorte de la procédure. Alors que par écrit, les avocats généraux ont requis le contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie légalisée. C'est la loi même qui a légalisé cette hypocrisie. C'est comme si on vous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais est-ce que tout le monde connaît la loi? Est-ce que ceux-là même qui appliquent la loi connaissent toutes les lois? Ce sont des principes fictifs que la loi a adoptés pour permettre quelques aménagements dans le déroulement de la procédure. Donc il ne faut pas que ça trompe. Ça, c'est un préalable que je voulais expliquer. Le procureur général est un soldat. Ses substituts sont des soldats. Ils ne bénéficient pas de la liberté reconnue aux magistrats qui jugent. Et ils reçoivent leurs ordres et c'est la loi qui a institué ce système. Et donc quand le procureur général dit à son adjoint de requérir par écrit « je m'oppose à la liberté provisoire », à la mise en liberté des détenus,
l'avocat général, c'est-à-dire l'adjoint du procureur général, est obligé de requérir en ce sens, par écrit. Mais à la barre, il est libre de développer des théories contraires. Il est libre de dire qu'il accepte la liberté. Ça, c'est un principe légal. La plume est serve, la parole est libre. Serve veut dire esclave. Donc, ce principe étant expliqué, et ça permet peut-être à beaucoup de gens de comprendre cette différence qu'il y a eu entre les réquisitions verbales du parquet général et les réquisitions écrites du même parquet. Donc maintenant, quand la chambre d'accusation a rendu son arrêt, elle a décidé, ça c'est des juges jugeants, c'est-à-dire que des magistrats indépendants, qui ont pensé que ce qu'il y a dans ce dossier-là ne vaut pas qu'on maintienne des gens en détention. Elle a reconnu que les vices de procédure qui entachent ce dossier doivent conduire à l'annulation de l'ensemble de la procédure, à l'annulation de tous les mandats et à la mise en liberté des personnes détenues. C'est ce que la chambre d'accusation a décidé. Mais on est en matière pénale. Quand vous lisez l'article 505, le pouvoir du parquet général contre les arrêts de la chambre d'accusation ont un effet suspensif, quel qu'il soit. Donc, si le parquet général fait pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation, cet arrêt est considéré comme sans effet jusqu'à ce que la Cour suprême statue. Maître Chekmar Konaré, qu'est-ce qui reste comme moyen juridique aux avocats de la défense pour obtenir la libération de leurs clients? Le parquet général dit qu'il n'est pas content de la décision d'annulation de la procédure. C'est son droit. Il s'est prouvé en cassation. Nous allons devant la Cour suprême. Nous n'avons pas à exercer d'autres voies de recours puisque la décision nous est favorable. Et donc la décision va maintenant, le dossier va maintenant devant la Cour suprême qui va statuer sur les aspects du droit, qui va examiner si oui ou non la chambre d'accusation a eu raison en droit d'annuler la procédure, d'annuler les mandats et d'ordonner la mise en liberté des détenus. La Cour suprême peut décider que l'arrêt rendu par la chambre d'accusation est parfaitement légal, auquel cas tout le monde va sortir de prison et la procédure est annulée, tout le monde, il n'y a plus de dossier. Et la Cour suprême peut aussi décider que c'est le parquet général qui a raison et qu'en réalité l'arrêt là n'a pas de base légale suffisante. Elle peut casser et renvoyer devant la chambre d'accusation autrement constituée. Et pendant tout ce temps, les détenus vont garder prison. Aucun d'eux ne peut sortir si ce n'est sur ordre écrit du procureur général près la cour d'appel. Alors, Maître Chekmar Konaré, quelle issue voyez-vous à cette affaire en tant qu'analyste? Honnêtement, si je me fie aux expériences passées, cette affaire, la Cour suprême ne rendra pas son arrêt avant 3 mois. Non, nous allons nous activer pour que le dossier aille très vite devant la Cour suprême et que très vite, l'instruction du dossier soit faite devant la Cour suprême et qu'une décision de la Cour suprême intervienne au plus tôt. Mais, vous savez, les procédures sont lentes au Mali. Il faut que le dossier soit mis en état, que les pièces soient rassemblées, qu'il y ait des rapports, etc. Et donc, ça traîne. Et ça, c'est courant. C'est dans tous les dossiers, ça. Maître Chekmar Konaré, du cas de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, il n'est pas enfermé, il n'est pas convoqué, et pourtant, il se retrouve acteur là-dedans, jubilant la libération et dénonçant l'abus. C'est l'une des bizarreries de ce dossier. Parce que tous ceux qui sont poursuivis aujourd'hui sont censés avoir agi pour le compte de quelqu'un qui ne fait ni l'objet d'une convocation, ni l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener. Et donc ceux qui sont là, c'est comme si vous voulez
des colis, quoi, de transit qu'on a pris comme ça là, et qu'on a mis en attendant qu'on trouve l'intéressé principal. Moi, je trouve que c'est déplorable. Maître Cheikh Marconaré, est-ce que vous ne craignez pas que cette affaire ne fasse jurisprudence dans l'histoire de la juridiction malienne? Je vais vous dire ma conviction dans ce dossier est que les charges retenues ou les reproches adressés à ces détenus-là ne résistent à aucune analyse juridique ni à aucune analyse des faits. Maintenant, la procédure est ce qu'elle est. Chacun a son droit de recours. Malheureusement, les droits de recours du parquet sont assortis de ce qu'on appelle un effet suspensif. Vous savez que les droits de recours de la partie civile n'ont pas le même effet. Par exemple, si vous poursuivez quelqu'un et que la justice décide de lui accorder une mise en liberté provisoire, vous, en tant que partie civile, si vous faites appel, cet appel n'est pas suspensif. La personne est libérée, malgré votre appel. Mais si c'est le procureur de la République qui fait appel, la loi dit que cet appel a un effet suspensif et la personne reste en prison. Donc il y a une discrimination instituée par la loi elle-même. Les recours n'ont pas le même effet. Et les recours du parquet général ou du parquet ont cet effet parce que le parquet est censé représenter l'ensemble de la société alors que la partie civile n'agit que pour son compte personnel. Enfin, Maître Konaré, peut-on dire que ce procès est politique? Moi, je crois. Parce que dans ce dossier-là, je ne vois aucun fait susceptible d'être valablement défendu devant une juridiction indépendante. Je ne vois pas trace du moindre fait susceptible d'accréditer la thèse d'un complot. Comment peut-on parler de complot quand il n'y a pas de militaires dans le dossier? Comment parler de complot quand il n'y a pas la moindre arme saisie et placée sous scellé dans le dossier? Au contraire, on nous parle de viande de sacrifice qui aurait été mangée à Koulouba. On parle de choses ridicules de ce genre. Moi, je ne crois pas à cette affaire. C'est une affaire purement politique.